Le tarot est tout. Il représente toute l'existence et les étapes de développement de l'être, de ses états les plus précaires à sa concrétisation. Dans ces 78 cartes, 22 prennent une place centrale. Ces arcanes majeurs déclinent au sein de leurs symboles les grands archétypes et les cycles du développement de l'humain et des choses. La première de ces cartes est celle du mât. C'est un néant primordial, qu'on ne peut même pas numéroter, mais qui, comme le mât d'un navire, est un centre autour duquel tout va graviter. L'individu représenté est un voyageur aux airs de fou du roi. Troubadour orné de grelots, il avance au rythme de la musique, portant un baluchon dont on ne connaît pas le contenant. Cet humain possède une forme de volonté et une intention, mais il est également poussé par un animal, peut-être un chien, dont l'instinct incompréhensible est à l'origine du mouvement, prenant lui-même son origine au dehors de cette carte. Ce cadre du tarot et des cycles qui vont le suivre nous invite à l'errance, la folie, l'instinct, au mouvement sans raison véritable. Cette démence et spontanéité est aussi le prélude à toutes les quêtes de sens. C'est l'improvisation originelle, le rien duquel émerge le tout. La première carte numérotée du tarot est celle du battleur. Ce jeune personnage est un amuseur public. Un saltimbanque, acrobate ou magicien, maniant de nombreux objets et artefacts répartis sur une table dont on ne voit même pas le bout. Il représente le nouveau départ et la curiosité qui pousse à l'apprentissage, dans des nombreuses tentatives, sûrement bancales mais concrètes, et dont on ne peut pas vraiment prévoir l'aboutissement. Regardez son chapeau, sa forme. L'unicité y est retranscrite par le tracé de l'infini qui se dessine. C'est le tout contenant du chiffre 1. Contrairement au baluchon du mât, le sac du battleur est ouvert et on découvre ce qu'il a étalé. Certains des objets qu'il manie sont les arcanes mineurs du tarot, l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Ces outils indiquent tous les rapports au réel possible. Matériel ou spirituel, actif ou réceptif, et l'expérimentateur qu'est le battleur les découvre dans des formes réduites. Une jeune pousse émerge entre ses jambes. Les dés de l'aléatoire sont jetés. C'est le début d'un parcours dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il faut tenter et s'investir. Lectrice arborant un grand livre ouvert, peut-être académicienne ou chercheuse, possédant des savoirs et l'expérience de l'âge, elle n'en reste pas moins assise et immobile, tournée vers la gauche, signe de régression dans le tarot. Alors même que le cycle entame son développement, elle est le premier signe d'une hésitation, d'un questionnement et même d'un arrêt. Le 2 vient donner de la définition au 1, en proposant une lecture dans l'opposition, la dualité et l'antithèse. Mais cette binarité s'équilibre et peut s'avérer stérile. Lorsque l'on creuse un peu plus, on s'aperçoit néanmoins que cette figure, plutôt maternelle, semble couver un œuf, une progéniture symbolique, qui pourrait devenir l'être auquel sera déléguée la responsabilité de la suite. C'est une carte d'acceptation de l'insuffisance, de reconnaissance des limites, qui invite à trouver d'autres acteurs pour prolonger le parcours entrepris. C'est le seul arcane majeur présentant un individu n'ayant pas la couleur d'un humain. La papesse est de couleur blanche, pas la couleur de la chair, comme un ossement ou un cadavre vidé de son essence. Mortel abandon ou invitation au questionnement, c'est en tout cas une mise en garde immédiate qui répond à l'ambition juvénile du battleur. Tout n'est peut-être pas envisageable. Il faut reconnaître ses limites et ne pas sombrer dans l'arrogance. Nouvelle perspective. Le 3 de l'impératrice vient chambouler la binarité stérile du 2. Les dimensions s'enrichissent et se complexifient. Et le désir d'un changement se matérialise. L'impératrice est cependant toujours assise, mais son regard s'oriente vers la droite et la progression logique des cycles du tarot. Son regard se porte au loin, ou bien sur le sceptre qu'elle tient, face à la route qu'elle devra suivre, mais en connaissance des forces qu'elle pourra employer pour progresser. Elle ambitionne, se prépare, et commence à libérer l'intelligence et la créativité au cœur de toute entreprise. L'aigle qui la protège sur un bouclier est lui-même signe d'intelligence et de regard perçant, capable d'anticipation et prescience. De la cacophonie de ses pensées chaotiques émerge peut-être une stratégie. Elle ne la met pas encore en place, car elle attend le bon moment. Mais elle reconnaît la nature irrévocable du changement, et que tout ce qui peut arriver, arrivera. Figure régale et paternelle, digne et même orgueilleuse, l'empereur impose l'ordre avec le chiffre 4. Il ferme un cadre et stabilise comme le 4e pied d'une chaise.
Il se tourne vers la gauche et regarde l'intérieur, contemplatif de ses possessions, son œuvre, ses accomplissements. À moitié debout, et donc au-dessus de ses sujets mais confortablement reposé sur son trône, il arbore les mêmes attributs que l'impératrice, le sceptre et le bouclier. Ce dernier est cependant par terre, peut-être parce qu'il a laissé tomber l'intelligence et la stratégie comme une fonction secondaire de la puissance. C'est un conquérant qui a déjà dû composer avec les plans retors de ses adversaires, et sa force prime désormais sur son intellect, bien qu'il la garde à portée de main pour s'en servir si le besoin se présente. Derrière son apparente rigidité se cache pourtant une capacité de remise en question. Ses jambes croisées indiquent une certaine flexibilité, une possibilité de remise en mouvement si les conditions l'imposent. L'empereur est fier mais rationnel, pragmatique et sait lire les choses. Mais il est avant tout très occupé à assurer la gestion et la bonne tenue de son empire, qu'il souhaite pérenniser. À mi-parcours entre le 1 et le 10, le début et la fin du cycle, le pape se place en pont vers un absolu qu'il indique à des fidèles. C'est un guide, un porte-parole, un professeur qui reconnaît l'insuffisance de son état et invite à se tourner vers plus. Cette aspiration progressiste à une complétion hors de soi peut relever de la croyance, la foi, mais repose aussi sur de la sagesse et l'expérience accumulée à travers des années de réflexion et des générations de prédécesseurs. Ses fidèles le respectent à juste titre, mais peuvent le vénérer comme un gourou. Son message est complexe et peut se perdre dans le culte de sa personne au lieu de ce qu'il désigne. Les têtes des suivants deviennent alors des sortes de réceptacles dépourvus d'intellect ou libre arbitre, et se fondent dans sa parure ou sa personne. Voit-il juste en désignant la transcendance, en propageant son message et en acceptant d'être inférieur à cet idéal? Ou bien vénère-t-il une divinité soit inexistante, soit inaccessible, par excès et fanatisme, et le désir inavoué de se rendre égal à Dieu? Le 5 appelait à la quête d'un sens hors de soi. Le 6 concrétise ce désir et ancre cette réalisation dans les relations interpersonnelles. La carte de l'amoureux représente les liens des humains, dans la famille, l'amour, l'amitié, le travail et toutes les autres formes d'interaction sociale. C'est la carte de l'être qui finalise son développement en s'intégrant à ses pairs et qui assure son existence par la reconnaissance d'autrui. Les relations dépeintes dans cette carte sont cependant complexes et chaotiques. Les regards se croisent ou s'évitent, les bras se mêlent sans qu'on puisse dire exactement à qui ils appartiennent. Et les mains touchent délicatement ou agrippent, selon ce que l'on souhaite voir. Comble de l'excès, on présente d'emblée un trio et non pas un couple. Loin de la stabilité figée du duo et ses envies binaires, on ouvre la voie aux jalousies, trahisons, incertitudes, luttes et déséquilibres. Mais là ou les amoureux ne peuvent faire autrement et doivent se frayer un chemin dans la tempête des interactions humaines. Au-dessus d'eux, l'aléatoire cosmique, le hasard d'un angelot aux airs de Cupidon, capable de changer les circonstances d'une simple flèche et bouleverser la vie et les efforts des êtres sous son emprise. L'amour du tarot est jeu de chance, de circonstances et d'envie fluctuante et incertaine. C'est la force qui unit les êtres, mais aussi celle qui les pousse à s'entre-déchirer. Fini de se questionner, il est l'heure d'agir. Le 7 est l'étape de l'action, que le chariot rend franche et décisive. Figure princière, conquérante, rentre dedans, pour ne pas dire bourrin, le chariot roule sur une terre battue, rouge de sang ou de feu. C'est un meneur conquérant, actif, unifiant les contradictions pour dépasser l'immobilisme. Ses épaules arborent des masques de théâtre tragiques ou comiques, comme les différentes faces et avis de personnalité qu'il arrive à réconcilier, ou juste ignorer. De même, les chevaux sous son influence rectifient leur trajectoire et s'alignent sur la direction de son regard, alors qu'ils semblaient partir dans des directions opposées. Pas de tergiversation, le moment est à l'immédiateté de l'action, qui peut s'avérer destructrice et irréfléchie, mais forcément génératrice. En réinterprétant la perspective de cette carte, la roue que l'on voit de face est peut-être une anticipation de la roue de fortune, l'arcane 10. C'est au moment de celle-ci que se capitaliseront les efforts fournis à l'échelon 7. L'action radicale, jouée dans l'instant, aura forcément des répercussions sur l'avenir. La justice est puissante, décisive et légitime. Elle fait preuve d'intelligence et perspicacité. Mais elle indique aussi une forme de renoncement et de reconnaissance des limites. À seulement 2 étapes de l'aboutissement du cycle, le tarot s'assoit et se fige. L'objectif posé au degré précédent est reconsidéré, et le mouvement s'arrête dans une figure statique et centrale, fixant directement celui ou celle qui la regarde. Peut-être que cet élan n'était qu'une course folle et illégitime, et que la justice se trouve finalement dans une ambition moindre.
La symétrie parfaite y est exclue, parce qu'elle n'est pas naturelle. Les imperfections sont à prendre en compte dans ce tout. Car l'équilibre est dans l'ajustement, la compromission et la capacité à peser le pour et le contre des choses. La justice est armée et capable de trancher. Elle n'est pas aveugle. Bien au contraire, elle nous fixe sans cligner. Peut-être parce que l'idéal d'impartialité est illusoire, et parce que la justice agit toujours avec un certain degré de subjectivité. Avant toute résolution, l'aboutissement et la concrétisation de la fin du cycle, le tarot s'impose une remise en question. Le 9 est l'échelon de la crise, moment de risque, mais aussi d'opportunité. C'est dans cet espace dangereux qu'on pourra extraire d'ultimes clés de solutionnement. L'ermite vit cette crise dans un retour en arrière complet, et c'est l'arcane du tarot qui marque le plus franchement un mouvement régressif, en déplacement net vers la gauche. Ce vieillard errant, en exil, appuyé sur un bout de bois quelconque et vêtu d'une simple cape, est un minimaliste au plus près de l'essentiel. Orienté vers le passé, il arbore une lanterne et jette la lumière sur des événements vécus pour questionner leur sens. Il marque l'antithèse avec le pape qui lui ressemblait. Ce dernier accompagnait son message de multiples ornements et s'assurait prestige et dévotion de ses pairs. L'ermite est quant à lui seul et entreprend un mouvement à contre-courant. Il n'aura probablement aucun soutien dans sa tâche et souffrira, mais sa quête mérite peut-être ce sacrifice. Est-ce que ce mouvement de régression est une fuite ou bien la seule trajectoire pour véritablement progresser ? On peut trouver en l'ermite le courage du questionnement et de la solitude, mais aussi le péril de l'abandon ou de l'enfermement dans la nostalgie. Fin du cycle, aboutissement. Le tarot s'arrête et nous confronte. Un résultat s'est matérialisé, et il faut en accepter les bénéfices ou les contraintes. De toutes les options possibles, et il y en avait plusieurs, comme les différents personnages accrochés à cette roue, un dénouement s'est concrétisé et place un être au-dessus des autres. Ce dénouement, comme une chimère, est un assemblage, une construction aussi naturelle et spontanée qu'artificielle et fruit d'une intention. Les efforts des humains ont pu contribuer à cette réalité, autant que le jeu des hasards et des circonstances. Dans tous les cas, cette roue n'est pas éternellement figée, elle se remettra quoi qu'il arrive en mouvement. Elle ne repose d'ailleurs pas sur un sol, mais plutôt une mer, par définition changeante, car la seule chose immuable en ce monde est l'impermanence. La roue de fortune invite donc à accepter un paradigme qui s'impose, tout en mesurant son caractère relatif. Autre invitation, cette fois par un manque dans la carte, la manivelle de la roue n'est pas actionnée. La responsabilité du changement tombe entre les mains de celui ou celle qui osera troubler l'ordre établi et prendre cette manivelle, quitte à tout bouleverser, relancer un cycle et accepter de ne pas savoir où il nous mènera. Un nouveau cycle démarre. Le 1 revient, contenant tout et son infinité de possibles, renouvelant l'être, mais avec d'autres priorités. La première carte, celle du battleur, portait son intérêt et sa curiosité sur les choses, moins sur les individus. La force, elle, se focalise sur la personne et cherche à découvrir et maîtriser des puissances internes. Tout comme le battleur, elle porte un chapeau au tracé rappelant le symbole de l'infini. Mais elle ne s'encombre pas d'objets. Elle est occupée à dompter une bête aux airs de chien ou de lion. Cet animal est sûrement en elle-même, car l'être chimérique qu'elle manipule lui sort directement de l'entrejambe. Elle cherche à lui ouvrir la gueule ou bien la fermer, et dans un sens ou dans l'autre, lui imposer sa volonté. La force exerce sa puissance mais lutte. Elle doit mobiliser et ordonner les émotions. Elle mène le combat de l'esprit pour se diriger lui-même. Face à une infinité de parcours et de cheminements complexes, la première des batailles réside dans l'unification de la volonté. La force vient avec ses failles et ses doutes, et appelle à la ténacité, à la résilience et à la confiance en soi. La tête à l'envers, le pendu regarde les choses différemment. Sa position, sûrement peu confortable, est la garantie d'une réflexion. Il attend, fixe et central, et voit le réel sous un autre angle, prenant le temps d'étudier et considérer. Peut-être risque-t-il de rester bloqué, ou même de laisser le sang lui monter à la tête et perdre connaissance. Mais rien ne dit qu'il ne peut pas se libérer. Contrairement à la connotation morbide de son nom, le pendu n'est pas une victime ou un criminel exécuté et pendu par le cou. Il n'est tenu que par un pied, l'autre étant disponible, comme l'était celui de l'empereur à l'échelon 4. On ne sait pas non plus ce qu'il fait de ses mains, qui peuvent très bien être libres, mais qu'il nous camoufle. Le pendu joue sur les perceptions. Celui qu'on prend d'emblée pour une victime, accusant le sort et aliéné, n'est peut-être qu'un joueur acrobate.
Cet individu subit une contrainte toute relative, dans laquelle il s'est peut-être mis tout seul, et d'où il pourrait probablement s'extirper s'il s'en donnait les moyens. Le pendu est donc là, la tête à l'envers, et nous questionne autant qu'il se questionne lui-même. Est-ce que prendre son temps, c'est perdre son temps ? Mort, destruction, violence. La grande faucheuse inspire d'emblée les images les plus terrifiantes et fatalistes. On y voit des corps démembrés, des têtes et des ossements, sur un sol noir foulé par cet être décharné et squelettique. Mais le contenu de cette carte diffère des autres. On peut y constater un manque. Elle n'a pas de nom. Si l'on en croit son placement dans le cycle du tarot, l'appeler mort serait la mettre en bout de course, à la fin de tout. Mais elle est au 13e échelon. Le 3 du premier cycle évoquait le changement en puissance. Il devient ici changement en acte, à tel point que figer le nom de ce changement devient impossible. Toutes les notions morbides que nous percevions doivent donc être reconsidérées. Les membres et les têtes qui jonchent le sol sont peut-être en train d'émerger, au même titre que les plantes poussent, sur une terre fauchée mais libérée, remise à neuf. Cet arcane, à l'allure de mort, est donc aussi une carte de vie. Orientée vers la droite, elle progresse inexorablement et impose ses altérations radicales. Elle détruit autant qu'elle offre, bien que le résultat de ce processus ne soit pas encore clair, puisqu'en pleine mutation. Après les changements, la radicalité totale et le chaos du 13, la tempérance redonne un cadre sécurisant et apaise le cycle du tarot. C'est l'arcane de l'équilibre, de la patience et de la diplomatie. L'individu jongle entre les flux et manie habilement des liquides, tels de l'eau ou bien la bile, le sang ou la lymphe, rappelant les substances essentielles du corps humain et les humeurs qu'elles déterminent. Sa posture dansante est légère, et seul un de ses pieds est visible. Elle foule le sol avec grâce, sûrement sans violence, et se tient précisément là où elle peut ou doit être. Avec ses ailes d'ange, on se demande même si cet état de grâce ne dépasse pas celui qu'offrent les possibilités humaines. Ces êtres violents, égoïstes et excessifs. La tempérance désigne un idéal dur à atteindre, de modération et de juste milieu, qui cache aussi une ambivalence à double tranchant. La tempérance peut être un choix irresponsable et fuyant, dans lequel on prétend ne pas prendre position pour jouer les moutons ou ne pas assumer ses actes. C'est en tout cas le moment de considérer un choix transverse, pour parvenir à une solution, celui de trouver un compromis, ou même de ne rien faire. Rien dans le tarot n'est totalement positif ou négatif. Il y a toujours de la dualité et de l'ambivalence dans les cartes, et le diable en est la représentation même. C'est une carte énigmatique, où les individus portent des cornes, des griffes ou des ailes monstrueuses, où les sexes sont apparents et où des êtres subalternes mi-humains sont tenus en laisse comme des animaux. On y voit de la bassesse, des pulsions de sexe et de violence, d'addiction et d'aliénation à des désirs dangereux, voire autodestructeurs. Mais c'est aussi une carte de vérité intime et profonde. Ce diable central nous fait face et nous salue. Il nous fixe avec de multiples regards, depuis son visage, son ventre et même ses genoux, comme pour nous dire « Peu importe où vous vous cachez, je vous vois ». Quand le pape désignait au degré 5 la transcendance comme la quête de sens ultime pour parachever la constitution de l'être, le 15 du diable prend le chemin inverse, celui de la profondeur personnelle, de l'acceptation de soi et de toutes les vérités hideuses que l'on cherche normalement à dissimuler. Les contraintes et les attaches sont exposées sans détour. On invite l'être à se connaître et explorer sa tendance à sombrer dans ses péchés, que ce soit pour s'en rendre maître ou pour leur succomber définitivement. Tout comme l'amoureux, l'échelon 16 de la Maison Dieu explore les contours de l'être, ceux qui permettent sa définition complète. Il est ici moins question de liens sociaux que de rapport au monde, aux forces cosmiques et aux éléments constitutifs de chaque chose. En plus des multiples points qui flottent autour de cette grande tour, comme les atomes au fondement de la matière, on trouve une notion panthéiste dans cette carte. C'est-à-dire que Dieu est sa maison, sa création. Ils ne sont pas distincts. L'univers est absolu, et tout n'est que subdivision de cet être complet. Les hommes et les choses sont donc par extension reliés entre eux et au divin. La tour est un canal, le catalyseur de l'énergie qui se centralise pour se rediffuser dans une puissance génératrice ou destructrice, qui évèle ou fait chuter les êtres, et qui rentre également en elle. Sa forme phallique n'est pas sans rappeler l'organe masculin et sa capacité à propager la vie. Quoi qu'il en soit, la Maison Dieu est l'étape de l'intégration au monde, à son tumulte et à sa force. Elle invite à dépasser les frontières qui séparent les êtres et pousse à reconnaître les liens qui unissent les humains et les choses.
Après la phase de constitution de l'être par et pour soi, puis en dialogue avec son environnement et les autres, il est temps d'agir. L'étoile est une phase d'action paradoxale, de lâcher prise, où le sujet n'est pas forcément décisionnaire de ce qu'il ou elle entreprend. L'humain, complètement nu, sans défense, s'agenouille au niveau de la terre et s'intègre au courant qui passe. Le personnage y vide le contenu de jarre qui rappelle celle de la tempérance, peut-être pleine d'humeur, d'émotions et d'envie constitutives de sa personne. L'étoile déverse tout sans retenue. Elle accepte les déterminismes externes et intègre son action dans un agencement de choses qui la dépassent. Une nature aux multiples échelles de faune, flore et cosmos plus large qu'elle. Le ventre bombé de la femme semble avoir son propre visage. Il souligne sa capacité à enfanter de manière autonome et inconsciente. Peut-être même que cette mère perd les os et accouche, laissant naître un ruisseau qui deviendra un océan. On insiste en tout cas sur un acte incontrôlable, qu'on ne peut qu'accompagner et diriger subtilement, mais pas maîtriser pleinement, quitte à ce que les résultats nous échappent. Le tarot se fige une nouvelle fois, s'arrête dans sa course et se stabilise. Un cadre confortable se dessine, et de multiples êtres cohabitent dans un espace d'entente mutuelle où chacun trouve sa place dans une hiérarchie soigneusement structurée. La Lune insiste sur la réflexivité des êtres et leur interdépendance. Elle renvoie elle-même à la lumière du Soleil et accepte une importance secondaire dans l'ordre des choses. Elle diffuse une énergie qui se transmet et se partage équitablement, affectant les animaux, les structures et même les êtres les plus fragiles et sensibles, comme ce crustacé, dépendant d'un équilibre quasi parfait de son milieu. L'ordre de la Lune est cependant très rigide. De toutes les cartes arborant des aspects nautiques, synonymes de changement, c'est la seule délimitant un bassin, figeant la capacité à muter dans une structure qui dénature peut-être ce qu'elle cherche à préserver. La Lune est une carte de confort et de sécurité, mais au prix d'une liberté et d'une ambition perdue, figée, comme le reflet éternel de ce que les choses auraient pu être. Ultime crise avant la résolution finale du tarot, le Soleil renaît sur place et tire en lui-même la force de se redéfinir. Son courage et sa persévérance inspirent et se propagent à tout. Sa puissance primordiale affecte et fait grandir structure et humain, ici juvénile, peut-être immature par rapport au Soleil et son expérience immémoriale. Contrairement à l'ermite, qui rebroussait chemin en quête de sens ou de réinvention différente dans le passé, le Soleil est central et immédiat, et impose son engagement sans changement de cap. Son énergie est infaillible et peut régénérer tous les élans, quitte à tout brûler sur son passage. C'est un oui fort d'affirmation de sa légitimité, ou bien le non franc et décisif face aux antagonismes qui menacent l'aboutissement du cycle. Comme un animal acculé au pied du mur, le Soleil est un état de grâce, libéré au prix de certains sacrifices, lorsque rien d'autre n'est plus possible. Le Soleil est inarrêtable et intransigeant, mais il décompose les superficialités et nous ramène à l'essence même des êtres, de la poussière d'étoiles qui les composent. C'est le feu originel, qui se manifeste et surgit à la toute fin du parcours, la résurgence d'une flamme qui brille même dans le noir, pour nous aider à finir le cycle et sortir du tunnel. Voilà que se clôt le périple de l'être, et l'heure est au constat, au jugement. Le trio du bas de la carte a des airs de couple, accueillant ou mettant en terre leur progéniture. La femme regarde l'homme regarde le ciel, et les deux tiennent leurs mains pour prier. Peut-être implorent-ils Dieu, lui demandant d'assouvir leurs désirs ou d'apaiser leurs peines. Ou bien ils remercient le ciel de ses bienfaits. L'être au milieu d'eux est peut-être leur enfant, mais ils ne partagent pas leur couleur et ils transcendent leur humanité, fruit d'un effort qui le rend différent ou supérieur. Son crâne rappelle d'ailleurs les réceptacles de la carte du pape. C'est une construction potentiellement artificielle, où peut se loger beaucoup de choses. Son arrivée ou départ résulte d'un cheminement complexe, labyrinthique, dont les sillons apparaissent autour de la cuve où il se trouve. Il aura donc fallu de multiples efforts pour arriver à ce résultat, de l'action humaine et de la dévotion, une exploration complexe et une quête dans un parcours semé d'embûches. Au-dessus des humains, le cosmos et son annonce tonitruante. La réalité est ainsi. Vous êtes là, où vous devez être, à un carrefour de trajectoire qui s'impose à tous et à toutes. Mais il n'est pas qu'affaire de destin et de fatalisme. Une proposition est faite. Et attention de ne pas laisser passer la chance de saisir un moment opportun qui ne se représentera peut-être jamais. Le tarot est tout. Il représente toute l'existence et les étapes de développement de l'être,
de ses états les plus précaires à sa concrétisation. Dans ces 78 cartes, 22 prennent une place centrale. Ces arcanes majeures déclinent au sein de leurs symboles les grands archétypes et les cycles du développement de l'humain et des choses. Si le mât ouvrait avec le rien, la carte qui referme ce tout est celle du monde. C'est la totalité, qui contient en elle des déclinaisons de toutes les cartes du tarot. Les 4 figures dans ces coins renvoient au type d'arcane mineur et les différents rapports au réel qu'ils incarnent. Une figure féminine, ou peut-être androgyne, danse dénudée au centre d'une mandorle, un cadre ovale réservé aux représentations divines. La divinité célèbre sa propre existence et s'accorde une danse. Cette danse du monde, quoi qu'on veuille la figer pour la comprendre, ne peut qu'être mouvement. On anticipe déjà la reprise d'un cycle, avec le même mouvement des jambes que l'on trouvait chez le pendu et l'empereur. Ce cadre du tarot renvoie à tout ce qui l'a précédé et tout ce qui le suivra. C'est un constat de l'être en acte, autant qu'une invitation à considérer ses potentialités. Les cycles aboutissent mais redémarrent. Le monde est une notion d'infini, hors de ce que l'esprit peut représenter. C'est un idéal de pensée et réalisation de l'univers qui, si on a compris le cheminement du tarot, n'équivaut pas à la stagnation d'une peinture. C'est une expérience d'un tout qui accepte ses imperfections et ses changements, mute malgré ses constantes, et fuit notre emprise au moins autant que la notion du présent, qui est déjà autre chose dès qu'on l'a nommé.